Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui sur le podcast, je reçois Mélodie Comtois-Bonin. Mélodie est naturopathe, coach privé, entraîneur, cofondatrice de l'Institut AAT, qui est un institut de formation d'éducation pour former entre autres des naturopathes. Aussi cofondatrice de NIH Suppléments, une compagnie québécoise de suppléments de très haute qualité. Et tout récemment copropriétaire de l'hôtel Spa Le Suisse. Donc comme vous l'entendez, Mélodie est une femme entrepreneur, ambitieuse, inspirante, avec qui j'ai eu la chance d'avoir une conversation awesome sur plein de sujets en lien avec, entre autres, notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec l'entraînement, l'alimentation, surtout en tant que femme. Soyez avisés qu'on jase de troubles alimentaires aujourd'hui, donc si c'est un sujet sensible, je préfère le dire d'avance. Et effectivement, Mélodie et moi, on partage nos expériences personnelles avec les troubles alimentaires respectifs qu'on a eus. Avec l'expertise de Mélodie, elle nous donne ses trucs pour prendre conscience de cette situation-là, pour arriver à un moment, un endroit, un temps où est-ce que tu es prête à faire des changements, à être dans l'action. Elle parle de l'importance de s'entourer, d'avoir des mentors, de se former pour s'aider à s'en sortir. On jase aussi de la fameuse question, est-ce que c'est possible de se guérir des troubles alimentaires? On parle aussi à la coach Mélodie qui nous donne ses meilleurs trucs pour avoir un entraînement qui est efficace, pour minimiser le temps de nos workouts et augmenter leur efficacité et leur intensité. On parle des concepts clés pour les bases, la fondation d'une alimentation qui est saine, d'arrêter de tout le temps être en mode coupé puis se priver, de retrouver un équilibre. Et elle nous parle aussi de ce qu'elle recommande comme base au niveau de la supplémentation. On parle bien sûr d'importance de travailler notre confiance en nous, notre estime de soi, de voir notre valeur en tant que femme au-delà de notre physique, de notre apparence et de l'importance de s'assumer en tant que personne. Donc, vous allez l'entendre, Mélodie, elle s'assume comme étant une femme overachiever, performante, all-in. Et plus on s'assume et on se ressent sur qui on est vraiment, ben mieux tout va dans la vie, en fait. Donc, c'est une conversation absolument awesome que je vous encourage d'écouter, de réécouter jusqu'à la fin, de partager aussi avec 2-3 femmes de votre entourage qui pourraient vraiment gagner à entendre l'inspiration de l'histoire, autant personnelle et professionnelle que Mélodie. Je vous invite à aller la suivre aussi via les liens que j'ai mis dans la description du podcast pour en savoir plus et suivre son contenu et ses offres. Et si l'épisode d'aujourd'hui t'a appris quelque chose, t'a inspiré, t'a fait sentir un peu moins seul dans peut-être des troubles que tu as par rapport avec ta relation avec l'alimentation, qui t'a appris une chose ou deux sur comment rendre ton alimentation, ton entraînement, ta supplémentation un petit peu plus efficace dès aujourd'hui, ben n'hésite pas à laisser un 5 étoiles, à partager en grand nombre et à nous donner ton feedback. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à la conversation awesome avec Mélodie. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nouvel épisode avec une invitée spéciale que je suis et que j'admire de loin. C'est la première fois qu'on va prendre le temps de se jaser comme ça en one-on-one. C'est quelqu'un que j'ai découvert grâce à des gens en commun que je suivais sur les réseaux sociaux, que j'ai assisté à une de tes conférences aussi il y a quelques années. Puis, quand je passais à travers ma liste de OK, c'est quoi les gens que j'aimerais vraiment voir sur le podcast, ben Mélodie, t'en faisais partie. Fait que je suis super reconnaissante que tu as accepté mon invitation. Bienvenue officiellement sur le podcast. Merci. Mélodie, tu es naturopathe, un peu comme moi, tu as un grand background, beaucoup d'années d'expérience personnelle et professionnelle dans le grand monde de la santé, de l'entraînement, du bien-être, des suppléments, tout ça. Donc, on va jaser de ça aujourd'hui. Puis, j'avais écrit une note, en fait une phrase mot pour mot. Je sais pas si j'avais lu ça sur ton site web ou dans tes posts réseaux sociaux. Puis ça m'avait vraiment marqué. Puis j'aimerais ça qu'on commence là. J'ai beaucoup plus de résultats qui restent aujourd'hui avec aucun plan alimentaire fixe et pas de plan de match strict d'entraînement que quand j'étais 100% alignée au plan de match.
Puis je veux qu'on commence là parce que moi aussi, ça résonne avec moi. J'ai eu des troubles alimentaires, comme je t'ai mentionné brièvement. J'étais tellement dans la rigidité, fait que j'ai été en surentraînement aussi plusieurs fois. Ça, on recule de ça, là, comme une bonne 10-12 d'années. Puis c'est quand j'ai arrêté de me mettre autant de pression de suivre le plan alimentaire et le plan d'entraînement à la perfection que, my God, que ça m'a amené des résultats bénéfiques, autant physiquement, mentalement, émotionnellement. Et je sais que c'est un parcours aussi que toi, tu as traversé. Donc, j'aimerais ça commencer là, en fait, puis que tu nous partages un petit peu cette histoire-là avec la rigidité, le plan, puis finalement, ben avoir plus de résultats, de te donner plus de flexibilité puis de douceur, là, tu sais. OK, ben oui, mais là, ça commence de loin. On va partir de loin un peu comme toi. Là, si tu me parles de 12 ans, moi aussi, là, j'ai commencé mon parcours de vie dans l'alimentation avec des troubles alimentaires. Donc, dès que je suis devenue comme une jeune adolescente, là, je suis déjà, en d'entrée de jeu, été dans les troubles alimentaires. Des troubles qui m'ont suivi pendant plusieurs années. Puis bien évidemment, là, pour faire une longue histoire courte, j'ai fini par faire le fitness, donc le sport du fitness, un sport de compétition qui, on va te le dire, est quand même beaucoup rattaché aux troubles alimentaires. Fait que ce que j'ai fait, c'était de me promener, grosso modo, de troubles alimentaires à troubles alimentaires. Puis j'avais l'impression que moi, je m'améliorais puis je me sentais mieux jusqu'à temps que je réalise que non, bien évidemment, le fitness, c'est un autre type de trouble alimentaire. Puis j'étais autant malheureuse dans ce parcours-là. Fait que là, c'est là que ça s'est suivi après mes compétitions, là, l'espèce de diète qui continuait, parce que si vous saviez pas, le fitness, c'est un sport de diète. Là. On suit des diètes, on suit des plans alimentaires, on fait des entraînements en lien avec tout ça aussi pour avoir le corps le plus athlétique possible, si je peux dire. Puis là, après tout le sport, puis après toutes ces compétitions-là, je continuais de diéter. C'est là que mes répercussions les plus négatives ont eu lieu parce que j'ai accumulé des années de diète, des années de restrictions. Fait que là, j'avais beau faire n'importe quoi, j'avais beau essayer en fait, pas essayer, là, je mangeais poulet, brocoli, tu sais, tout ce que le monde connaît, là, dans le fitness, donc vraiment strict. J'allais pas au restaurant, je m'entraînais un nombre X de fois par semaine, puis j'avais plus de résultats du tout, là. En fait, je prenais du poids. Tu sais, j'aime pas ça parler de poids là, parce que je me fie jamais un poids sur une balance, mais tu sais, si on veut que tout le monde puisse comprendre, là, je prenais vraiment beaucoup de gras rapidement. Tu sais, on pouvait y aller à plus de 5 livres par semaine sans exagération, à diéter, puis à m'entraîner comme une défoncée. Fait que là, à un moment donné, ça en est suivi. C'est pour ça que cette phrase-là est arrivée, là, c'est que j'allais dans le sud, puis j'allais dans le sud, tu sais, une fois par année ou deux, là, j'allais dans le sud diéter. J'allais là-bas, je suivais mon plan alimentaire, tu sais, je me laissais pas aller, j'allais m'entraîner, j'allais courir. Puis je prenais du poids, bien évidemment, la même routine qui continuait là-bas, jusqu'à temps que je me dise, ça a été mon déclencheur, les choses ont changé, jusqu'à temps que je me dise, tant qu'à prendre du poids là-bas, tant que ça marche pas, tough luck, je vais y aller all-in. Tu sais, all-in, comme j'ai goût d'y aller, on va se dire, c'est quand même pas démesuré, là. Mais je vais y aller, je vais lâcher prise, je vais juste profiter de mon moment. Fait que je suis allée, j'ai consommé de l'alcool, j'ai mangé ce que j'avais envie, des petits desserts à gauche à droite. C'est pas dans l'outrance, mais dans le lâcher prise. Je me suis pas entraînée de la semaine, mais je suis allée marcher sur le bord de l'eau, des choses comme ça, les choses normales de vacances. Ouais. Je suis revenue, j'avais perdu 12 livres sur la balance. Je me faisais toujours, tu sais. Ça a été là mon déclencheur. Je me suis dit, OK, j'ai rien fait à part lâcher prise, c'est juste profiter du moment, puis ça a fonctionné. Fait qu'à partir de là, j'ai réussi à intégrer on va voir ce que ça va donner. J'y allais à coup d'une semaine. Parce qu'on va se dire, c'est facile à dire aux gens, puis les gens qui nous écoutent là, c'est facile de dire, lâchez prise, ça va vous donner des résultats. Mais tu sais, ça fonctionne pas vraiment comme ça, là. Le cerveau va pas dire, OK, elle l'a dit, on va le faire. Faut pas qu'on se l'auto-prouve, hein. Fait que c'est ce que j'ai fait aussi. Je me l'ai auto-prouvé pendant des semaines. Puis à un moment donné, là, ça avait donné des résultats, ça en donnait. Puis au fil du temps, j'ai réussi de plus en plus à lâcher prise. Fait que au fil des années, des choses se sont développées. J'ai eu des enfants, j'ai voulu montrer à mes enfants la bonne équilibre. Fait que on accumule des choses au fil de la vie qui font qu'on a le goût de s'aligner encore plus à le lâcher prise dans l'équilibre, bien évidemment. Mais ça a parti de là, ça a été mon déclencheur. Wow, ouais, c'est tellement puissant, là. C'est ça, moi aussi, je passais de l'orthorexie au binge eating et genre tellement obsédée. Moi, mon sport, c'était le patin artistique. Donc, j'ai pas fait du fitness, mais quand j'ai fini ma carrière de compétition en patin artistique, j'avais 18 ans. Bon, ça, c'est là que je suis rentrée au bac en kin à Sherbrooke. Fait que je déménageais, j'ai arrêté de compétitionner en patin. Mais beaucoup d'heures que je mettais au patin, je les transférées en entraînement style bodybuilding, salle de muscu, tout ça. Où est-ce que je savais pas si j'allais peut-être compétitionner un jour. J'avais un boss qui faisait des compétitions de bodybuilding, ça m'intéressait, je m'entraînais comme ça. Il m'a fait un premier plan alimentaire aussi pendant ces années-là. Puis c'est vraiment là que quand j'ai commencé à checker
intentionnellement ce que je mangeais que ça a vraiment déclenché tout le cycle, tu sais. Puis là, c'était de l'orthorexie pendant comme... Puis ceux qui savent pas c'est quoi l'orthorexie, c'est vraiment une obsession de manger santé, là. Moi, je passais des heures à l'épicerie, j'analysais tous les ingrédients, je mangeais en cachette, je faisais des détours de 30 minutes de route pour aller dîner chez moi, puis après ça, aller rejoindre mes amis parce que je voulais pas manger la bouffe qu'elles mangeaient, tu sais, c'était vraiment obsessif. Puis après ça, j'avais beaucoup de carences, bien sûr, autant oui des carences alimentaires, des carences en termes de calories, de volume de nourriture, mais au niveau mental aussi. Fait qu'après ça, ben je bingeais. Fait que là, je me donnais le droit une fois de temps en temps, une petite fenêtre d'ouverture de pas être parfaite. Là, c'est comme OK, mais je sais pas la prochaine fois que je pourrais pas être parfaite avec mon alimentation. Fait que go, j'en profite puis je me garde et je binge, tu sais. Ouais. Fait que encore une fois, je résonne tellement avec ton histoire, tu sais, puis ça a été un gros travail profond aussi de OK, ben ça vient d'où ça, parce que je les ai les connaissances, tu sais, j'ai mon bac en kin, je fais de la formation continue en naturo, nutrition, tout ça. Moi, j'ai commencé à coacher dans le domaine, j'avais 16 ans, j'avais déjà 7-8 ans d'expérience. Fait que pourquoi moi je suis encore pris avec ces troubles-là, tu sais, il y avait beaucoup de honte par rapport à ça. Est-ce que tu as vécu ce genre de sensation, sentiment-là de honte ou de qu'est-ce que je fais pogner avec ça, considérant que j'ai de l'expérience là-dedans? Ben oui, c'est sûr. Mais au début, ça a été valorisé, moi. Fait qu'au début, j'étais encouragée là-dedans au sens où je passais de l'anorexie à la boulimie. Fait que, tu sais, qui sont des troubles alimentaires qu'on remarque physiquement, tu sais, je veux dire, facilement. Parce que les troubles alimentaires, il y a des gens qui vont comme porter un jugement si on parle, par exemple, d'hyperphagie boulimique. Les gens qui savent pas c'est quoi, c'est qu'on mange à outrance sans comportement compensatoire. Fait que souvent, il y a une prise de gras qui est rattachée à ça. Fait que les gens attachent pas ça à un trouble alimentaire. De plus en plus, mais du moins, c'est des gens en premier regard, non. Fait que moi, il y a quelques années, l'anorexie boulimie, j'étais tout maigre, tu sais, je veux dire, les gens avaient un regard négatif. Fais attention à toi, prends soin de toi, je perdais mes cheveux. Fait que quand j'ai entré dans le fitness, qui était la bigorexie, ben là, c'était valorisé. Parce que j'avais une masse musculaire, je mangeais plus. Tu sais, j'avais comme amélioré mon problème. Fait que les gens m'encourageaient là-dedans. Fait que moi, je me sentais valorisée puis reconnue là-dedans. Fait que c'était pas vraiment facile de m'en sortir au début parce que tout le monde est comme wow, c'est donc bien cool, regarde, tu gagnes des compétitions, t'es plus dans l'anorexie. Fait que tu sais, c'est vraiment moi qui ai dû en prendre conscience. Puis à partir du moment où là, moi aussi, je suis allée en orthorexie, bien évidemment, là, tu l'as expliqué tantôt, là, mais c'est la même chose. Là, je dérogeais pas du tout de qu'est-ce qui était santé. Puis là, j'en ai pris connaissance. Puis là, j'ai commencé à me sentir mal parce que je me sentais un peu avec le sentiment d'imposteur. C'est moi de carrière, après ma base, j'étais criminologue. Là. Fait que tu sais, j'ai switché en naturo et en coaching. Puis quand j'étais coach, je coachais les gens à pas faire ça, mettons, puis je le faisais. Fait que j'avais comme un sentiment d'imposteur, comme que je suis en train de faire là, moi, en train de dire aux gens, mais non, prends soin de ta santé, fais attention, trouve ton équilibre. Mais moi, je fais exactement la même affaire le soir, ça par rapport. Fait que là, j'ai eu de la difficulté, puis là, j'ai essayé de m'en sortir le plus possible. Il y a eu des déclencheurs, comme je te dis. Je me suis premièrement réveillée en me disant, qu'est-ce que je vais faire à 60 ans? Toute ma vie, j'ai mangé des diètes. Je veux dire, moi, je vais me rappeler, genre, j'ai pas été au restaurant, j'ai pas profité de la vie, j'ai pas été en vacances, je faisais rien de ça. J'ai rien fait de ça parce qu'il fallait que je mange du poulet. Genre, voyons donc, tu sais, j'ai comme eu des petites prises de conscience qui m'ont fait du bien, qui m'ont poussé à me pousser. Puis comme j'ai dit tantôt, mes enfants, à partir du moment où je tombe enceinte, premièrement, j'ai quand même eu peur de l'aspect physique, tout ça, un peu comme plusieurs femmes. Là. Mais au-delà de ça, j'étais comme, je peux pas leur enseigner ça. Je peux pas leur enseigner que dans la vie, il faut porter une attention aussi intense à la diète, à l'entraînement, à ça. Tu sais, je veux leur enseigner les bonnes valeurs par rapport à la nourriture. Fait que ça a été aussi quelque chose qui était game changer pour moi parce que j'étais comme hors de question que je leur enseigne ça. Fait que c'est un autre outil qui m'a permis de sortir puis de me sentir moins mal parce que là, je m'alignais de plus en plus à ça. Là. Ouais, tellement. Moi aussi, je travaillais dans les gyms puis après avoir valsé dans ce cycle-là de orthorexie puis hyperphagie pendant quelques années, j'avais été en psychothérapie, j'avais été suivie par un naturopathe, ça l'avait aidé temporairement. Puis après ça, après mes études universitaires, j'ai déménagé en Australie. J'ai habité là pendant 1 an et demi. Puis la deuxième moitié de mon voyage, là, c'est devenu vraiment manger mes émotions, genre du emotional eating, parce que je bingeais de plus en plus fréquemment sans avoir nécessairement ces périodes-là d'orthorexie, tu sais. Puis il y avait vraiment un sentiment d'impuissance parce que je me disais, mon Dieu, je vais être pognée avec ça toute ma vie. Là, tu sais. Puis en plus, j'ai les connaissances dans ma tête et je coach des gens à longueur de jour. Puis après ça, je m'en vais à l'épicerie, je cache la nourriture dans mon sac parce que je veux pas que personne me voie. Fait qu'effectivement, il y avait la honte et le sentiment d'imposteur. Fait que ça aussi, tu sais, je comprends vraiment. Puis comme je te disais rapidement, tu sais, moi, ça a été un gros travail de, en fait, ça vient de l'estime de soi, puis à quel point j'étais confortable ou pas dans mon corps et que je faisais de la projection sur les autres. Puis tu sais, je me disais, moi, j'ai fait du powerlifting après le passage artistique. Donc, finalement, j'ai pas été dans, justement, bodybuilding fitness. J'ai été plus dans le powerlifting pendant quelques années. Et je faisais de la projection sur les autres. Je me disais, au moins, je suis la fille forte du gym.
Fait que les gens doivent dire, hey, Claudia est donc bien grosse, mais au moins elle est forte. Mais c'est moi qui pensais ça de moi-même que j'étais grosse, tu sais. Fait que ce travail-là d'estime a tellement changé, tu sais. Puis a été vraiment le début de ce processus-là de guérison, tu sais. Est-ce que toi, il y avait justement cet aspect-là d'estime de soi ou de manque de confiance en toi? Fait que d'avoir la shape, justement, puis de compétitionner, ça venait combler ce vide-là. Puis comment t'as fait après pour aller chercher cette estime-là, peut-être ailleurs? Je sais pas à quel point ça le comblait. Je pense que je me disais qu'une fois rendue là, je me sentirais bien. Puis une fois que j'étais rendue là, je me sentais pas bien. Fait que oui, c'est directement un problème au niveau de l'estime et de la confiance en moi. Parce que, tu sais, j'arrivais à ma finalité. Peu importe mon résultat, que ça soit première place ou autre, j'étais pas satisfaite. Peu importe le physique, que je sois maigre, dans le fitness, on est vraiment pas gras à la fin, hein. Fait que j'étais encore trop grosse. Tu sais, j'avais plus de gras sur le corps. Fait que clairement, c'était pas un message. C'était un problème de comment moi je me percevais, comment moi je me voyais, puis qu'est-ce que j'avais comme estime de moi-même. Puis je me reconnaissais à ça parce que les gens m'encourageaient à mon aspect physique. Fait que, tu sais, j'avais comme pas de valeur, là. Je suis plus là maintenant depuis des années, mais à ce moment-là, j'avais comme pas de valeur à mes yeux autre que qu'est-ce que je pouvais apporter comme physique parce que je suis une performante dans l'âme au niveau physique. Fait que, tu sais, je savais que je pouvais me rattacher à ça pour aller chercher ce que j'avais besoin comme outil pour me sentir bien. Fait que oui, c'est ça. Je me rattachais à ça pour ma confiance. Puis, tu sais, les troubles alimentaires, généralement, c'est rattaché à un stress intense ou un besoin de contrôle. Puis moi, c'est des choses qui font partie de moi. Je suis une performante, comme je viens de le dire d'entrée de jeu. C'est mon besoin de contrôle, il est prenant. Fait que si je perdais contrôle quelque part, j'allais rechercher mon contrôle par la nourriture. Fait que mon trouble alimentaire me réconfortait dans mon stress et dans mon besoin de contrôle. Fait que ça a été un gros travail à faire, d'apprendre à dire, mais tu sais, j'en aurais pas de contrôle partout, bien évidemment, un peu comme tout le monde. Puis, mais c'est quoi mes outils que je peux faire maintenant? C'est comme pour me sentir bien par rapport à ça, autre que d'aller contrôler ce que je peux contrôler, dont la nourriture. Fait que, tu sais, c'est toujours attaché à ça, un trouble alimentaire. J'imagine que tu en as déjà parlé, mais c'est toujours attaché à quelque chose d'autre. Tu sais, c'est comme un déclencheur qui va faire en sorte qu'on va aller contrôler notre nourriture parce qu'un TCA, c'est ça, tu sais, c'est vraiment, c'est moi qui vais maîtriser. Est-ce que je binge? Oui, je binge parce que j'ai mes émotions à manger. Est-ce que je suis anorexique, j'arrête de manger parce que c'est moi qui vais décider quand je vais manger. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des espèces de besoins qu'on va aller rechercher qui sont ricochés à quelque chose qui nous arrive. Fait que, tu sais, les troubles alimentaires, ça disparaît vraiment jamais non plus. Fait que, tu sais, maintenant, je vis plus avec ça, ça va me passer quand même par la tête, tu sais. Je veux dire, j'ai plus de troubles alimentaires, je peux pas dire que moi, je suis pas capable de vivre ma vie au restaurant, tu sais, ça va bien aller, je suis dans l'équilibre, je peux manger des affaires, mais je vais toujours avoir un petit regard sur la nourriture, c'est sûr. Puis dès qu'il arrive des grosses choses importantes dans ma vie, mon réflexe physiologique, là, je parle pas psychologique, c'est vraiment de dire, j'ai plus faim. J'ai plus mangé, j'ai plus faim, j'ai plus besoin de ça. Je ressens plus la faim, le cœur me lève. Fait que, tu sais, c'est comme s'il y a une espèce de mécanisme qui se crée pour retourner là. Fait que c'est moi qui ai comme le réflexe de dire non, faut que tu manges. Je m'auto-parle à moi, là, mais faut que tu manges, je mangerai pas, tu continues. Mais, tu sais, moindrement fragile, je pourrais juste retourner là-dedans puis c'est facile, tu sais. Ouais. Ah, c'est tellement intéressant, là. Ouais. Parce que c'est ça, je me fais souvent poser la question comme, tu peux-tu guérir de troubles alimentaires? Puis, tu sais, moi, je réponds, ça dépend, c'est quoi ta définition de guérir? Parce que moi, je me considère guérie parce que ma définition, c'est que, justement, c'est ça. C'est pas que je vais plus jamais avoir aucune pensée ou automatisme ou trigger qui va déclencher une réaction physiologique et ou une pensée qui est plus en alignement avec l'ancienne version de Claudia qui avait des troubles alimentaires. C'est juste que la différence aujourd'hui, pourquoi je considère ça guéri, c'est que ça n'affecte premièrement plus mon état, ça ne change pas mon choix non plus. Tu sais, ça va être comme, regardons ça, j'ai comme la pensée de aller me chercher de la bouffe ce soir puis manger ça sur mon sofa parce que j'ai telle émotion. Cette pensée-là est encore là, c'est neutre, ça m'affecte pas émotionnellement, je suis pas à l'envers de tout ça parce que j'ai cette pensée-là, je l'observe, je l'accueille et ça va pas faire en sorte que je vais aller chercher de la bouffe, tu sais. C'est ça, exactement. Mais la pensée va arriver quand même. Exact. Si on a le même discours, j'ai de façon différente de l'expliquer. Ça va toujours faire partie de nous. Parce que, tu sais, comme n'importe quoi, quelqu'un qui était dépendant à la cocaïne, quelqu'un qui était dépendant à l'alcool, c'est la même chose. Même si ça ne continue plus jamais de sa vie, il va avoir des pensées, il va arriver dans des soupers, il va arriver dans des gens où il va y avoir un milieu où il y a des chances que ça arrive. Les pensées sont là, l'envie est là. Sauf que c'est neutre, on peut passer à autre chose, puis on n'est pas obligé d'avoir une rechute. Fait que c'est la même chose avec les troubles alimentaires, c'est une dépendance. Tu sais, je veux dire, un contrôle alimentaire, c'est une dépendance. Soit qu'on coupe ou soit qu'on veut manger. C'est juste que l'alimentation, on est obligé de l'ingérer. Si on n'ingère pas, on meurt. La cocaïne, on n'est pas obligé d'ingérer. Fait que, tu sais, le fait de toujours être obligé de créer ces mécanismes-là, fait qu'on est toujours dedans. Mais on apprend à travailler avec pour que ça devienne neutre. Mais est-ce que les pensées sont là? Bien sûr qu'ils sont là, c'est partie de notre identité. C'est juste que on apprend à travailler avec de façon efficace. Moi non plus, je ne rechuterai pas. Ça me surprendrait. Ça ne faut pas dire jamais, on ne sait jamais, là, mais ça fait des années que ça m'est jamais arrivé. Par contre, comme toi, ça va m'arriver de penser. Je vais dire, OK, c'est là, je vais faire comme toi, je l'accueille, c'est beau, on passe à autre chose, puis ça va passer. Avant,
il y a plusieurs années, ça m'aurait mis à terre, là. Ça m'aurait pris des semaines avant de remonter de ça, tu sais. Exactement. Puis quand tu as commencé à voir justement ces déclencheurs-là, réaliser ça, tout ça, est-ce que tu as été chercher de l'aide externe? C'est quoi les outils, les personnes, les modalités qui t'ont aidé dans ce processus-là? Honnêtement, c'est ça, j'ai eu de l'aide, mais je pense que c'est la chose qui m'a le plus aidé, c'est mon auto-formation. Fait que, tu sais, je me suis formée beaucoup au travers de ça. Avec la naturopathie, oui, j'ai compris encore plus l'alimentation. J'ai eu comme conjoint Mathieu Bouchard, parce que tu as déjà eu dans ton podcast, avec Mathieu Bouchard. Fait qu'on a été une équipe là-dedans, parce que dans mes moments où je sortais de là, lui était là, mais tu sais, j'avais confiance en ses connaissances, puis il me rationalisait dans des moments où c'était plus difficile. Fait que, tu sais, quand tu as confiance en une personne de confiance, c'est plus facile d'écouter puis d'entendre ce que la personne te dit. Si je demande à ma mère qu'est-ce qu'elle en pense, qui connaît pas cette réalité-là, t'avais comme, là, je m'en fous, tu sais. Mathieu n'était pas un pro des TCA, là, bien évidemment, mais il était très aligné avec la santé, la nutrition, la naturo. Fait que moi, j'avais confiance en ses dires, fait que ça me permettait d'avancer. Fait que c'est comme une espèce de mentor au travers de mon cheminement. Puis j'ai fait beaucoup de formations. Tu sais, j'étais avec ANEB, des formations de troubles alimentaires. Fait que moi, je me suis peaufinée dans ma recherche puis dans mes études, dans les TCA pour aider les femmes avec les TCA. Fait que je me suis auto-aidée au départ. Fait que, tu sais, tout ce processus-là. Puis comme j'ai dit d'entrée de jeu, je suis criminologue. Fait que j'ai eu beaucoup tu sais, ma technique, c'est en intervention délinquance. Fait qu'on travaillait beaucoup les dépendances, les problématiques. Fait qu'à force de toujours baigner dedans dans tous les domaines que j'étudiais, on dirait que je me suis comme auto-outillée jusqu'à temps que j'ai des prises de conscience qui, moi, m'ont permis de me sortir de là, puis de m'en donné, ça a été mieux, tu sais, mais je pense que c'est vraiment tous ces processus-là ensemble qui ont permis que je sois capable de le faire. Absolument. Puis quelqu'un qui écoute ça en ce moment, puis qui se dit, OK, j'ai pas nécessairement un diagnostic d'anorexie ou de boulimie ou d'orthorexie ou quoi que ce soit, sauf que je me rends compte que j'ai une relation malsaine avec l'alimentation, ou des fois, moi, je vais dire, on parle de troubles alimentaires, mais même une alimentation troublée, en fait, qui fait en sorte que ça vient vraiment prendre une grosse influence, un gros impact sur notre quotidien, sur nos pensées, puis éventuellement sur notre composition corporelle. Quelqu'un qui écoute ça, qui n'a pas nécessairement de diagnostic, c'est quoi les 2-3 premières étapes pour s'aider avec ça? La première étape, c'est d'en prendre conscience. Déjà, là, c'est une prise de conscience intéressante. Fait que moi, je pense pas qu'on a besoin de diagnostic dans cette cas-ci, là, au sens où tu sais, si ton rapport avec la nourriture, il est négatif, tu sais. Tu sais si t'es pas bien avec ce que tu fais. Peu importe si c'est bien ou pas pour la société, si toi, t'es pas confortable, je pense qu'on peut juste travailler. Fait que c'est la prise de conscience. Il y aura aucun changement si la personne ne prend pas conscience, puis a pas l'envie de prendre action. Fait que, tu sais, ça se peut que t'en prennes conscience. Moi, c'était ça au début. J'en prenais conscience. Je savais que j'avais un trouble alimentaire, mais j'étais bien à l'aise avec le point. Tu sais, je veux dire, au sens où j'avais pas envie de sortir de ça parce que je voulais rester mince. Je veux dire ça de même, là, mais c'est ça mon trouble alimentaire puis ma pensée du moment jusqu'à temps que je comprenne les répercussions sur ma santé. Sur le départ, je le savais, mais j'étais bien là-dedans. Fait que ça sert à rien que t'essaies de pousser à trouver des solutions pour changer à ce moment-là. Faut que tu sois prête à prendre action puis que tu sois plus confortable pour toi-même, pas pour personne d'autre autour, pour toi-même, puis à partir de ce moment-là, tu peux prendre ta prise d'action. Là, ça va dépendre des gens. Qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on change, comment ça fonctionne. Tu sais, il existe des cliniques, tu peux aller voir des cliniques. Il y en a qui sont plus autodidactes, il y en a qui vont avoir besoin de coaching en naturo avec des personnes qui travaillent là-dedans. Il y en a qui vont avoir besoin de, tu sais, ça va dépendre des gens. C'est dur pour moi de dire, étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, étape 3, c'est ça. Parce que je pense que dans la vie, en général, il n'y en a pas d'étape formelle comme ça. Ça dépend de quelle personne on a devant nous, tu sais. Chose certaine, il faut quelqu'un à côté de toi de confiance pour que tu puisses, tu sais, les nommer, ces difficultés-là, être capable de t'outiller, avoir un mentor pour t'aider, être capable de communiquer. Ces choses-là sont importantes parce que tout gardant dans tout, ça montre pas. Mais au-delà de ça, après, les outils concrets, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre où elle est comme personne dans son cheminement. Ouais, ça va dépendre du trouble aussi avec lequel c'est ça, tu sais. Mais là, ce que j'entends, prise de conscience, être honnête avec soi-même, est-ce qu'on est prête à passer à l'action, puis à changer, puis s'entourer, puis avoir quelqu'un, tu sais. Moi, ça a été ça, là, vraiment, puis j'ai la date dans ma tête, tu sais, le 2 mai 2015, ça a été vraiment mon dernier binge. Et parce que le 4 mai, ma sœur, j'habitais en Australie en ce moment-là, puis ma sœur et moi, on se rejoignait à Bali. Fait que on se rejoint à Bali le 4 mai, puis tu sais, je suis vraiment pas bien dans ma peau. Je viens d'avoir un binge vraiment énorme. Le lendemain, je me réveille, je suis comme un peu hungover, genre de bouffe, là, tu sais. Puis j'ai eu un moment, puis personne ne savait, en fait. Tu sais, j'en avais parlé à une psychothérapeute puis un naturopathe, mais c'est tout. Personne dans mon entourage proche savait à quel point j'étais prise avec ce trouble-là, tu sais, parce qu'il y avait justement tellement de honte. Puis
j'étais tellement mal dans ma peau que je me disais, mon Dieu, ma sœur, c'est encore une fois, je fais de la projection, qu'est-ce qu'elle va penser, elle va me juger. Puis je me suis dit, aïe, ça fait presque 1 an et demi là que t'as pas vu ta sœur parce que t'habites en Australie. Penses-tu que ta sœur va arriver à l'aéroport, elle va te voir, elle va voir que t'as pris du poids, genre, puis que t'es pris avec des troubles alimentaires, qu'elle va s'en retourner au Canada, tu sais, comme non, elle va t'aimer quand même. Mais c'est comme si, à ce moment-là, c'est ça, je me suis comme rassis, je suis comme, ouais, c'est vrai, tu sais. Puis ma sœur, ça a été la première dans mon entourage proche à qui j'en ai parlé. Puis quand j'ai vu que il y avait juste une ouverture, il y avait aucun jugement, elle m'aimait quand même, puis même qu'elle comprenait, parce qu'elle aussi, elle a sa propre relation intéressante avec la nourriture, qui est pas toujours facile. Ça a été vraiment le début de mon healing journey, là, le 4 mai 2015, tu sais, grâce, entre autres, au fait que, j'ai laissé quelqu'un le savoir, tu sais. C'est ça, exactement. Il y a une communication par rapport à ça qui s'est fait. Oui, absolument. Je veux qu'on vienne à justement l'estime de soi, confiance en soi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de pression là-dessus ou de comportement qu'on a ou d'étiquettes qu'on se met de, par exemple, perfectionniste, overachiever, people pleaser, tout ça qui vient peut-être profondément du fait que justement, est-ce qu'on est capable de reconnaître notre propre valeur? Est-ce que ça a été, puis est-ce que c'est encore un processus pour toi? Ça a été quoi justement les choses qui t'ont aidé à voir quand j'ai de la valeur, même quand je compétitionne plus, tu sais, ou que j'ai pas la shape entre guillemets qu'avant j'associais à avoir de la valeur? Comment tu trouves ta valeur différemment, peut-être maintenant, au-delà de ton physique? Tu sais, c'est quoi un peu ce processus-là pour toi? C'est une grosse question. Parce que, tu sais, je m'associe quand même, puis je veux pas que tout le monde soit comme ça, là, mais je veux dire, moi, je m'associe à une personne performante puis overachiever, mais par la personne que je suis. Fait que, tu sais, si je peux spécifier, j'ai souvent essayé d'être l'inverse. Fait que, il y a des gens qui vont essayer d'être des personnes vraiment intenses, performantes, à leur affaire, blablabla, c'est pas tant leur personnalité. Ouais. Mais moi, je suis vraiment cette personnalité-là, puis j'ai essayé de pas l'être pendant longtemps. Je pense que c'est ce qui me faisait le plus mal, parce que j'ai essayé d'être normale, en guillemets, là, je parle, selon ce que ma famille voulait que je sois, par exemple. Lundi au vendredi, 9h à 5h, ton horaire de travail, soit criminologue, soit travaille pour le gouvernement, reçois ta pension. Tu comprends? J'ai essayé d'être cette personne-là que mes parents voulaient donc bien que je sois, puis qui était zéro la personnalité que j'étais. Tu sais, moi, je suis une entrepreneur dans l'âme. Tout ce que j'ai fait, j'en ai fait là, des cursus d'études là, pour leur faire plaisir. Là, tout fait. C'est sciences peu, sciences santé, intervention d'éléquence, criminologie. J'ai tout passé mes affaires, mais tu sais, j'étais pas heureuse là-dedans. Fait que c'est la journée où j'ai assumé que moi, ce que j'aimais, c'est d'être à haut risque. Fait que tu sais, maintenant, je suis bien setée dans mon entrepreneuriat, mais au départ, je me suis lancée dans le vide. En sachant pas si j'allais avoir une paye au bout de la semaine, puis en acceptant que je suis une personne qui était all-in, que là, je me suis sentie sur mon lit, que je me suis sentie bien. Fait que tu sais, je pense que dans la vie, il faut juste que tu assumes la personne que tu es. Tu sais, j'en parle souvent, il y a des all-in, puis il y a des personnes qui sont normales, qui sont plus neutres, c'est parfait. Il y a des personnes qui sont all-in, c'est aussi parfait. Pourquoi qu'on essaie de dire aux personnes, non, mais sois pas un overachiever, ou ben non, mais sois pas une personne qui fait ça. Non, mais sois juste toi. Je pense que à partir du moment où tu assumes ça, que tu es juste toi, que tu es confortable là-dedans, c'est là où tu as des résultats. Fait que, moi, je suis une all-in. La journée que j'ai compris, puis c'est Patrick Gagnon qui m'a déjà dit ça, puis je vais toujours le dire, ça fait des années, là, ça fait genre 15 ans. Il m'a déjà dit, tu sais, j'essayais donc bien d'être mon lundi à vendredi, 9 à 5. Puis il m'a dit, tu sais, Mélodie, toi, t'es une personne qui est all-in, faut juste que tu apprennes à être all-out comme il se doit, des moments où tu as besoin d'être all-out. C'est là que ça a été mon déclencheur. Parfait, je suis all-in. Mais quand j'ai besoin d'être all-out, je cancelle tout ça, moi, puis je suis all-out. J'ai pas besoin d'avoir congé à 5 heures le soir. J'ai besoin d'avoir une semaine de congé quand je suis fatiguée. Fait que, tu sais, j'ai appris à assumer ça. Puis là, je me suis sentie bien. J'ai retrouvé ma confiance en moi, j'ai retrouvé mon estime, tout simplement parce que j'ai accepté d'être qui j'étais, même si c'était hors marge de la société, mettons. Ah, tellement. T'as dit le mot assumer, là, puis moi aussi, c'est un travail que j'ai fait à peu près dans ces années-là aussi, parce que c'est ça, je suis revenue de l'Australie, j'avais 24 ans, j'allais avoir 25, j'avais mon bac en kinésiologie, j'ai fait un DSS en kinésithérapie, j'avais toujours l'entrepreneur, travailleur autonome dans l'âme, là. Moi, j'ai jamais connu ça, genre du 9 à 5, à 16 ans, je coachais patient artistique, selon mes termes, avec mes propres élèves, tout ça, tu sais. Donc, je vivais déjà en dehors, entre guillemets, de la boîte, mais là, d'avoir voyagé, d'avoir découvert la vie nomade, de revenir à 24 ans alors que mes amis sont en train de se caser, de s'acheter des condos, le chien, enceinte, mariage, et moi, je suis comme, il n'y a rien de tout ça qui me parle. Là, la société est comme, tu t'es fait un chum? Tu vas-tu t'acheter un condo? T'es revenu à la vraie vie, tu sais? Puis au début, on dirait que j'étais beaucoup dans, fallait que je me justifie ou je l'assumais pas, tout ça, tu sais. Puis ça a été un travail aussi beaucoup de développement personnel dans les 10 dernières années. Puis c'est ça, je me suis dit, puis que j'ai découvert, c'est que plus tu assumes qui tu es, puis que tu redécouvres souvent qui tu es vraiment, tu l'assumes, puis ça vient d'une place vraiment authentique. Genre, t'es all-in, t'es overachiever, t'es une fille qui a de la drive. Je résonne beaucoup avec ça aussi. Entrepreneur, des projets qui vit en dehors de la boîte normale, tu sais, comme, c'est parfait.
parce que ça vient vraiment de ton essence et c'est pas une étiquette ou un rôle, un masque qui a été programmé, conditionné ou emprunté. Mais ça prend un travail de désapprendre, tu sais, puis de se retrouver puis se reconnaître. Fait que ouais, ça parle fort, là. Mais oui, puis on aura toujours ces défis-là. Je sais pas si c'est ça pour toi, mais tu sais, moi aussi, il faut des fois que je me ressente, là, je retourne dans une espèce de plus dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, mais d'autres choses de la société que je suis comme, OK, mais il faut que ça soit comme ça parce que la société, non. Tu sais, tu comprends, je réalise que je suis en train de faire ça, je suis en train de me dire, OK, je vais faire ça par réflexe parce que les gens nous encouragent à ça. Puis je suis pas bien là-dedans, je me sens pas bien assis sur ma chaise au travail, je suis comme des choses qui fonctionnent pas, tu sais. Fait que faut que je me ressente, puis je revienne à ça. Fait que je pense que c'est un travail de longue haleine qu'on répète, mais que plus on le pratique, plus ça devient facile à mettre en application. Puis l'outil de la réussite, même la perte de poids, même des résultats physiques, même de n'importe quoi, à part d'une base où quand tu es assis quelque part, tu sens exactement la bonne place. Tant que t'es pas à cette bonne place-là, je pense pas que c'est possible d'avoir des résultats. Fait que là, il y a des TCA qui peuvent arriver, pas être bien avec nous-mêmes, des dépressions qui peuvent être amplifiées. Tu sais, des choses qui vont être comme pires parce que là, on est juste pas confortable, on s'écoute pas réellement au final, tu sais. Absolument. Moi, je repartais en voyage quand je restais ici une couple de mois. J'étais comme, je vais repartir de bord. Puis quand je repartais, aussitôt que j'étais à l'aéroport, j'étais comme, OK, là, je peux être vraiment moi-même, tu sais. Puis j'ai pas besoin de me justifier parce que je vis une vie minimaliste, parce que genre, j'ai pas de chum à 26 ans, parce que je veux pas m'acheter une maison, moi, tu sais, comme, ça amenait cette liberté-là. Et là, effectivement, avec les années, puis réaliser tout ça, puis rencontrer aussi des gens, puis attirer des gens qui, pas nécessairement ont exactement le même mode de vie, puis mais au moins, il y a des valeurs qui se rejoignent, il y a une place de non-jugement, puis il y a vraiment se laisser être tout simplement, tu sais, qui est accepté, puis on développe aussi justement cette estime, cette confiance-là pour, tu sais, faire une boucle complète. Moi, j'ai réalisé que plus j'ai confiance, puis j'ai de l'estime dans mes propres choix, puis dans moi-même, moins que j'ai besoin d'être dans du people pleasing, puis de me justifier, puis de me conformer, tu sais, parce que j'assume, parce que j'ai cette confiance-là, tu sais. C'est génial après parce que tu crées littéralement une vie selon tes termes. Puis ça fait partie de ma mission. Oui, je coach en santé, mais t'es en bonne santé globale pour avoir une vie qui est créée selon tes termes à toi, qui sont différents des miens, différents du voisin, tu sais. Exactement. Ouais, j'adore ça. Parlons un peu à la naturopathe coach là derrière. Il y a une autre chose aussi que tu avais mentionné dans un de tes posts au niveau de l'entraînement, tu sais, que c'est mieux de faire des entraînements efficaces versus s'entraîner tout le temps. C'est quoi la différence pour toi? Puis qu'est-ce qui fait qu'un entraînement il est efficace? Pour commencer, les gens ont tendance à vouloir en faire toujours plus. Fait qu'on est dans une société où, de façon générale, c'est d'en faire plus pour avoir des résultats. Puis moi, je suis dans une vie complètement contraire à ça, au sens où que tu sois capable, tu sais, la loi du 80-20, je sais pas si ça connaît, mais c'est avoir un 20% d'efficacité de travail pour un 80% d'efficacité et non l'inverse. Dans la vie en général, je vois la vie comme ça. Ça m'empêche pas d'être en ligne, comme je te dis, c'est juste que j'essaie d'être le plus performante possible dans les moments pour être capable de minimiser maximiser en fait mon énergie. Dans l'entraînement, dans l'activité physique, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer d'augmenter leur cardio, d'augmenter leur nombre de fois qu'ils s'entraînent par semaine, de diminuer leurs calories, tu sais, de faire des ratios, des espaces comme ça, là, calories in, calories out, là, tu sais, genre, je n'adhère pas à ça partout. Parce que là, tu vas fatiguer ton système nerveux, tu vas stimuler ton stress. Puis là, si on parle à des femmes, mettons moi, mère de 2 enfants, entrepreneur, qui commence à s'entraîner 7 fois par semaine, je vais aller, excuse-moi le terme, me sacrer à terre, puis je serai juste plus capable d'avoir des résultats, peu importe les résultats. Puis en plus, je me sentirai pas bien dans ma tête. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Puis c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Moi, j'ai minimisé mon entraînement. C'est 3 à 4 entraînements par semaine qui sont efficaces. Puis quand je parle d'efficacité, c'est que quand je suis là à l'entraînement, je suis pas en train de jaser avec le voisin, je suis pas en train de texter sur mon téléphone, je vis le moment, je m'entraîne en intensité, je suis concentrée sur mon muscle mind connection, je suis concentrée dans mon entraînement, je vais en ligne selon mes objectifs. Puis après ça, quand je suis sortie, c'est fini. Puis ça dure peut-être 40 minutes, mon entraînement. Ça dure pas 1h45, là. Tu sais, ça aussi, c'est comme une chose qu'on peut laisser aller un peu le nombre d'heures à l'entraînement. Fait que c'est 3-4 fois par semaine, 45 minutes. Puis c'est beaucoup plus efficace parce que je peux récupérer, j'ai meilleur sommeil, j'ai du temps pour faire d'autres choses. Je me sens pleine d'énergie quand je termine mon entraînement. Que si je monte à 6-7 fois par semaine, je sors de mon entraînement, je suis fatiguée, je suis pas capable de récupérer, mon sommeil est affecté, j'ai plus de goût, j'ai plus de motivation. Ça, c'est pas payant. Fait que, tu sais, il faut être capable de trouver un sweet spot. Puis encore là, il est propre à chacune. Mais un sweet spot qui est efficace en termes de dépenses, parce que oui, il faut que la dépense énergétique dans la vie. Je veux dire, si on cherche à optimiser, là. Fait que oui, en termes de dépenses, mais aussi en termes de récupération. Fait que c'est pas d'aller dans l'intensité, c'est d'être capable de trouver un bel équilibre. Absolument. Bon, c'est ça, j'étais dans surentraînement plus souvent que je suis capable de le nommer avec le patin, puis après ça avec le powerlifting, tu sais, puis c'est ça, moi t'es dans le gym 6 jours par semaine, des longs entraînements qui sont intenses, tu sais, puis peu importe comment je me sentais.
Fait que même si c'est mon jour 2, genre de mes règles, puis que j'ai pas d'énergie, mais c'est écrit sur mon plan que je suis supposée faire mes squats à 90% de ma charge maximale, ben j'y vais parce que c'est ça qui est écrit, tu sais. Jusqu'à temps qu'un jour, je me place en dessous de la barre olympique 45 livres pour mon échauffement de squat. Et dans ce temps-là, je faisais du powerlifting. Fait que moi, je faisais 2 plates, Astergrass, quelques répétitions. Tu sais, j'étais vraiment forte. Là, j'ai 45 livres sur les épaules, qui est comme un poids plume, là. C'est mon échauffement. Je descends dans mon squat. Je m'effondre. J'ai jamais été capable de me remonter. J'ai échappé la barre, je suis tombée assise. Je suis pas tombée de haut parce que je squattais Astergrass, là, les fesses vraiment très basses. Je suis partie à pleurer. J'ai texté mon coach, tu sais, puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis il était comme, tu sors du gym, puis tu ne mets pas les pieds dans le gym pour minimum une semaine, tu sais. Fait que ça m'a pris ça et des petites blessures ici et là, tout ça pour réaliser. Puis, a fallu que je me donne le temps puis la patience de me prouver que less is more. Parce qu'au début, là, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à réduire un peu ma fréquence ou réduire mes durées d'entraînement ou réduire mes charges pour travailler, m'entraîner différemment, ben, j'avais bien sûr la petite voix qui était comme, ben, tu vas-tu quand même avoir des bons résultats, tu sais? Fait qu'il a fallu que je fasse confiance au processus, qui est une phrase qu'on dit souvent, qui est un peu cliché, mais qui est importante. Puis après une couple de mois, je fasse comme, oh my God, je me sens tellement mieux, genre, en faisant moins. Fait que ça a été un processus que j'ai dû me convaincre puis justement avoir les preuves que ça fonctionnait, tu sais, mais... C'est ça. Ben, faut trouver, c'est comme je t'ai dit d'entrée de jeu tantôt, c'est même à chose d'alimentation, comme j'ai dit aux gens, c'est comme d'entrée de jeu, c'est facile à vous dire, OK, mais à partir de maintenant, faites attention, lâchez prise, ça va donner des résultats, mais ultimement, ce qui fonctionne chez l'humain, c'est d'être capable de se l'auto-prouver. Même si vous écoutez 1 million d'affaires, fait que c'est d'y aller à coup de 3-4 jours. OK, si je me sens mieux, parfait, je vais essayer une autre semaine. Un autre 3-4 jours. Puis à un moment donné, il y a un moment où là, tu t'auto-crois, puis là, tu peux mettre en application les choses. Parce que ça a tellement été encouragé de l'inverse dans la société que c'est vraiment dur à défaire. Ça fait des dizaines d'années qu'on entend le message inverse. Fait que, tu sais, c'est la même affaire avec les glucides, par exemple, pas de PPP quand on était plus jeune, tu sais. Fait que là, on était là, pas de pain, pas de pâte, pas de patate. Fait qu'après ça, dire aux gens, non, t'en as besoin pour ta santé hormonale, puis t'en faut un bon ratio, puis t'en faut un bon pourcentage. C'est pas en criant au rat que les gens commençaient à manger moitié de leur alimentation en glucides. J'exagère, mais tu comprends. Mais tu sais, ça a été de comme, même pour moi, là, ça a été de réintégrer ça de façon progressive, de voir que ma réponse est plus positive avec des glucides qu'avec des gras, de voir, tu sais, comme, c'est progressif, mais tu peux pas dire, OK, hurrah, tu sais, c'est comme ça pour tout le monde. Faut être capable de, dans chacune des sphères, d'y aller doucement, et de se le prouver à soi-même, tu sais, c'est pas plate, je trouve ça le fun, moi, qu'on soit capable de s'auto-analyser comme ça, mais, tu sais, il faut juste comprendre l'importance d'être capable de s'auto-analyser pour avoir des résultats, là. Ouais, absolument. Puis, mettons, je suis une femme, 30-40 ans, je suis comme entre mes grossesses puis ma préménopause, ménopause qui s'en viennent. Je comprends maintenant que c'est pas the longer the better. J'ai pas besoin d'aller me tuer 1 heure sur l'elliptique à chaque jour. Je veux faire mes 3-4 entraînements intenses dans le gym, tout ça, ou chez moi, ou peu importe. C'est sûr que moi, je prône l'individualisation fois 1000. C'est ce que je fais depuis 18 ans, de faire des programmes 100% individualisés. Mais mettons, on parle pour parler de façon générale. C'est quoi certains concepts clés que les femmes devraient prioriser dans leur entraînement en musculation pour avoir des résultats, stabiliser leurs hormones, anticiper justement le changement hormonal qui s'en vient? C'est pas aller trop dans l'intensité. Parce que on aime beaucoup, les femmes, souvent, aller dans une espèce d'intensité. Il faut apprendre à s'écouter. Puis il y a aussi la gestion du cycle hormonal. Avant, je travaillais pas vraiment avec ça. Avant, j'étais comme, OK, mes programmations, là, je te parle une couple d'années, pour mes clients, puis pour moi aussi. Je me fiais pas tant à ça. Puis là, tu sais, de plus en plus que les méta-analyses avancent là-dedans, de plus en plus les études avancent là-dedans, on se rend compte que ça a quand même un impact. Non négligeable. Fait que, tu sais, si on apprend à écouter ce système-là, je pense que c'est vraiment plus intéressant, au sens où on a 2 semaines où on est plus performant, puis là, on peut aller plus en intensité, puis on a 2 semaines où on a besoin d'être plus relax, puis qu'on a moins d'énergie. Puis là, je vais pas dire expliquer toujours parce que je connais très bien les phases, c'est pas le point, mais je pense que les gens, faut qu'ils écoutent leur corps, tu comprends? Fait que, il y a toujours 2 semaines où on se sent mieux, puis il y a toujours 2 semaines où on se sent moins bien. Dans les 2 semaines où tu te sens moins bien, mais va faire du pilates, va faire de la marche, va faire du yoga, va faire un entraînement plus chaud, plus soft. Écoute-toi, t'es fatigué, repose-toi. Puis dans les 2 semaines où tu te sens plus performante, on s'adresse à des femmes, bien évidemment, mais vas-y plus all-in. Fait que profite-en, vas-y en intensité, monte un peu ton entraînement, monte un peu ta cadence, après ça, tu retournes. Fait que c'est vraiment en apprenant à écouter notre corps qui va être fonctionnel, qui va nous permettre d'avoir des objectifs. Tu sais, moi, je m'entraîne dans un gym de CrossFit, genre, puis qui est à haute intensité. Fait qu'il a fallu que j'apprenne à gager ça parce que l'intense en moi, la mélodie intense, que genre 7 jours semaine parce que ça me stimule puis j'aime ça.
Mais c'est pas tant optimal pour tout ce qui est hormonal, c'est pas tant optimal pour le stress que je vis déjà dans mon quotidien. Fait qu'il faut que j'arrive à créer un équilibre par rapport à ça. Fait que j'ai 2 gyms. Un gym où je vais en muscu qui pour moi c'est vraiment plus ça parce que j'étais habituée à l'intensité. Puis un gym où là je peux me permettre un peu plus d'intensité, puis ça va varier dans le temps selon comment je me sens le matin. Si je suis trop fatiguée, mais je reste chez nous. C'est comme ça avec ta barre de 45. Ça va m'arriver d'arriver au gym, d'essayer de squatter, puis je suis comme, mais voyons donc, je suis plus capable de lever des charges, tu sais. Fait que je suis trop fatiguée, j'ai poussé ma limite trop loin, je sais que ça va être un 3-4 jours off après. Tu sais, c'est en apprenant tout simplement à s'écouter comme ça, puis de pas se négliger qu'on arrive à avoir des objectifs, des résultats. Oui, absolument, absolument. Puis si on va au côté nutrition maintenant, tu sais, c'est quoi les quelques erreurs que tu vois beaucoup les femmes faire pour supporter leurs hormones dans ces années-là, trentaine, quarantaine, avec la préménopause qui s'en vient? C'est quoi les choses qu'on fait encore puis qu'on devrait plus faire par rapport à l'alimentation ou des erreurs justement ou des mythes que tu vois encore? On a parlé des glucides là tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est couper. L'erreur monumentale qui est faite chez la femme, c'est de couper. Fait que de couper l'apport calorique, de couper les glucides, de couper les gras. Ça arrive des fois parce qu'on a eu toutes sortes de modes, là. Je sais pas si tu t'appelles, mais le sang gras, à un moment donné, là. Ben ouais. Le sang gras, il fallait pas manger de gras. Puis à un moment donné, c'était rendu la keto. Fait que les gras étaient donc bien intéressants, mais les glucides étaient plus bons. Si on se promène comme ça dans notre vie en général, au travers les années dans les modes alimentaires, mais tu sais, la base va toujours rester la base, puis on revient toujours à la base depuis des dizaines d'années, puis ça, c'est important de s'en rappeler. La base, elle est simple, c'est d'avoir de tous les macronutriments, d'avoir les nourritures la moins transformée possible. C'est correct de vivre notre vie, là, c'est pas ça que je te dis, mais si, mettons, on veut optimiser la santé, on fait attention aux aliments transformés, on s'assure d'avoir un bon apport en protéines, puis on arrête d'essayer de couper la nourriture. Fait qu'on coupe pas les glucides, puis on coupe pas les calories. Parce que si on fait ça, on nuit à tout ce qui est hormonal. Si on nuit à tout ce qui est hormonal, on stresse notre système. Si on stresse notre système, on n'a plus de résultats. Fait qu'au final, la boucle, elle est négative. Elle nous permet pas d'avoir des résultats par rapport à nos objectifs. Parce que si on a des ratios intéressants, on a besoin, comme nous, comme femmes, ben là, on peut avoir des résultats beaucoup plus facilement sans se casser la tête, comme on a dit quand on est rentré dans le sujet au début du podcast. C'est ça qu'on veut, ultimement, c'est d'avoir un bel équilibre, de se sentir bien, puis d'arrêter de toujours essayer de tout équilibrer. Fait que manger suffisamment de tout, puis ça va donner des résultats. Puis en plus, l'autre aspect qui est important de dire, c'est d'arrêter de se soucier de qu'est-ce qu'on mange. Si tu manges un hamburger, puis tu t'en mal à manger ton hamburger, tu vas avoir des réflexions négatives. Beaucoup plus que si tu manges ton hamburger, puis tu enjoy le moment que tu manges ton hamburger. Parce que là, tu es en train de sentir mal par rapport à ça. Ton système digestif va moins bien digérer. Tu vas sentir, tu vas avoir des remords par rapport à ça. Ça va te jouer dans la tête. Fait que ça a des répercussions négatives au final, tu sais. Fait qu'il faut comme juste assumer puis manger ce qu'on a envie dans l'équilibre, tout simplement. Exactement. Moi aussi, c'est ça qui m'a vraiment aidé à continuer ma guérison. C'est comme de retrouver cet équilibre-là et d'observer et d'optimiser l'état dans lequel je mangeais des aliments, que j'ai aussi changé tout mon vocabulaire par rapport à la nutrition. Donc, toutes les cheat nights, puis les repas de riches, puis les ça, c'est pas santé, j'ai complètement enlevé ça. Moi, j'appelle ça des aliments différents. Fait que ma règle du 80-20, justement, tu sais, ou des fois c'est du 90-10, là, mettons que j'ai un objectif ou quoi que ce soit. Mais 10 à 20% de mes aliments, ben, c'est des aliments différents qui sont en dehors de mon plan optimal, mais que je mange en conscience, avec plaisir, sans culpabilité, puis sans portions exagérées. Et de changer, justement, mon état émotionnel quand je mange littéralement la même quantité de nourriture, ben je le voyais les effets que ça faisait sur mon corps, puis tu sais, ça c'est le typique genre moi je vois un gâteau puis j'engraisse. Ben c'est sûr que si tu es dans cet état-là, ça se peut que le lendemain tu aies 2-3 livres de plus sur la balance. C'est pas du gras que tu as pris d'un muffin puis d'un morceau de gâteau au chocolat 2-3 livres en une nuit, mais c'est ça, c'est le cortisol qui a fait monter ta digestion, ton inflammation, tu sais. Mais les gens ils pensent ça, hein, ils vont se rendre le lendemain, moi je suis pas cheaté, je prends du poids, mais tu sais, c'est important de dire, on prend pas une livre de gras, là, c'est comme une livre de beurre. Là. Je comprends que le corps humain est fascinant, là, mais il fait pas une livre de beurre en 12 heures. Là. Ça fonctionne pas comme ça, là, tu sais, fait que c'est vraiment juste une question d'inflammation et de rétention d'eau. Ça, c'est quelque chose d'important de faire parce que les gens ils se sentent mal, puis là, ça marche, ça fonctionne pas parce que le dès qu'ils on se pèse pas le lendemain qu'on a eu une fin de semaine olé, là. Mais en deuxième lieu, je veux dire, on se pèse pas jamais en entrée de jeu, mais mettons encore moins à ce moment-là. Mais tu sais, c'est important de comprendre, ça va être sur 7 jours de dérogation que là, on va avoir peut-être accumulé un peu de gras, tu sais, je veux dire, il faut avoir un équilibre dans la vie, là, puis c'est pas ça qui va faire en sorte que, tu l'entends souvent, là, les gens, mais moi, c'est cheaté, je me suis pété lundi, puis j'ai 3 livres de plus, ouais, mais pas ta pizza samedi qui a fait ça, là, tu sais, je veux dire, ça change rien. Oui, exactement. Puis si on parle maintenant des suppléments, parce que ça aussi, tu pourras nous en parler, les suppléments que tu mets de l'avant, comme je t'ai dit, tu peux plugger ce que tu veux. Entre autres, c'est ça, Mathieu aussi qui en avait parlé. Ça aussi, hein, individualisation, c'est certain, tu sais, mais c'est ça, la femme de ce profil-là, 30-quarantaine, c'est quoi certains suppléments que pour toi, ça devrait être des must, tu sais, ou au moins à considérer? Et bien sûr, des compagnies de qualité que tu peux nous parler aussi de la vôtre, là, tu sais. Ben la base, pour moi, il y a une base.
la vitamine D, l'oméga 3 puis le magnésium, c'est des bases, hommes et femmes, qu'on devrait consommer parce qu'on est quand même carencé ici puis notre équilibre est peut-être un petit peu moins optimal. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose que je conseille d'entrée de jeu. Maintenant, ça va dépendre des budgets de tous, bien évidemment, là, mais tu sais, c'est important pour moi d'avoir une certaine base qui est celle-là. Après ça va dans le spécifique. T'sais, après ça, on a des choses pour aider les gens dans la société, là, pour aider à la gestion de stress. Fait que, tu sais, la gestion de stress, ta digestion, ton sommeil. Puis après ça, on est vraiment plus dans l'individualisation. Mais si on veut aller dans quelque chose de base, de départ, c'est toujours ce que je vais faire. Je vais mettre une supplémentation de base, même si la personne dort mal, parce qu'en optimisant son mode de vie, puis une supplémentation de base, puis pendant soin d'elle, etc., souvent, on n'aura pas besoin de la supplémentation. Fait que la supplémentation, c'est vraiment, ça le dit, c'est pour supplémenter quelque chose qu'on a déjà travaillé. On commence pas aujourd'hui à zéro avec un produit pour aller gérer nos symptômes de prémenstruels, mettons. On optimise un mode de vie, puis après ça, on voit si on a encore on a encore besoin d'un petit push pour être capable d'aller mieux. À partir de là, oui, on peut supplémenter. Pour les compagnies de qualité, il y en a plusieurs au Québec. Fait que c'est sûr qu'on se concentre sur les produits québécois. Nous, j'imagine que tu sais, mais nous, on est NIH, qui est Mathieu et moi, qu'on a la compagnie NIH, mais c'est NIH, XPN, il y a ATP, il y a Billy qui a des produits intéressants, il y a Yomi qui a des produits intéressants, comme tout ce qui se promène un peu dans le chute santé en gros, là, dans les produits québécois, ça peut être intéressant. Maintenant, ça va être du cas par cas pour certains types de produits, mais ça, gênez-vous pas quand vous allez quelque part de prendre le temps de le demander. Encore là, l'idée du mentor, si vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance, faites-lui confiance, demandez-lui. Si vous allez à des boutiques, les gens connaissent bien les produits, demandez-le. Mais c'est toujours intéressant d'être coaché par rapport à ça, au moins pour avoir un départ, pour savoir c'est quoi vos réels besoins, puis après ça, vous allez être capable de mieux vous aligner. Oui, absolument. Je pense que je sais pas, c'est NIH. C'est quoi l'abréviation de votre compagnie? Natural Integrative Health. OK, nice. Moi, en fait, j'ai connu Mathieu back in the day quand il était avec XPN, en fait. Puis ça m'a toujours marqué. Avec XPN, mais en fait, on a formulé un peu pour eux, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. On a formulé. Ça fait longtemps, là. Je pense que c'était genre en 2018, 2019. Puis j'avais genre juste posé une petite question sur Messenger, puis il m'avait appelé. Puis j'étais comme, mon Dieu, il est donc bien nice de m'appeler, puis juste me donner des conseils. Puis récemment, j'ai eu Vincent, qui est cofondateur de ATP, sur le podcast aussi, tu sais. Ouais. Donc oui, tu sais, NIH, XPN, ATP, c'est super important de premièrement commencer avec la marque là, de qualité, la compagnie de qualité, puis après ça, bien sûr, de se faire accompagner, coacher pour avoir justement. C'est ça, exactement. La qualité est importante, puis c'est pour ça que les produits américains, on laisse faire au sens où eux, ils n'ont pas besoin d'approbation au Canada. Là. Fait que, tu sais, on n'est pas certain de ce que ça contient. Et c'est le pourquoi, là, pas parce qu'on veut tasser les États-Unis d'ici, là. Mais c'est le pourquoi. Fait que si on se concentre là-dessus, ça va vraiment bien aller. Puis oui, c'est ça. C'est là où on se démarque, je pense, NIH. C'est que nous, on prend le temps d'expliquer à chacune des personnes à qui on a affaire. Puis depuis toujours, Mathieu et moi, on travaille ensemble depuis belle lurette une quinzaine d'années. Mais on a toujours pris le temps de dire, OK, mais c'est ça ton réel besoin. On travaille pas pour l'argent, on travaille pour aider. Notre mission de vie, c'est vraiment de changer la vie des gens. Ouais. Fait que, c'est important d'avoir ce soutien-là. Puis c'est important que quand vous allez vous supplémenter ou autre, d'avoir ces conseils de qualité-là. Pas juste comme prendre tout ça, puis bonne journée. Ça, c'est important de pas adhérer à ça. Oui, absolument. Comme tu l'as dit, supplément, ça le dit, c'est pour supplémenter notre alimentation, notre mode de vie. Et aussi, tout dépendant des budgets, mieux vaut prendre un produit de qualité qui est en alignement avec tes besoins que d'acheter 1 million d'affaires, tu sais, qui finalement, ça donne rien, tu perds ton argent ou des fois même, c'est, tu sais, ça va à l'encontre de tes objectifs, tout ça, là. Donc, c'est un gros monde, le monde de la supplémentation. Fait qu'on est reconnaissant d'avoir des gens comme vous qui avaient des produits de qualité puis qui prennent le temps d'éduquer aussi, tu sais, c'est super pertinent. Cool. Fait que parlant de tout ça, je vais mettre le lien pour les suppléments dans la description du podcast. Mais toi, Mélodie, comment les gens travaillent avec toi, création de contenu, te suivre sur les réseaux sociaux? Parle-nous un petit peu de ce que tu as envie de partager là par rapport à ça. Ben oui, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et Facebook et Instagram, là, Mélodie avec un y.nutrisanté.instagram. Puis à partir de là, vous allez avoir accès à tout ce que je fais. Fait que oui, mes réseaux sociaux personnels, mais il y a AAT qui est notre école de santé en naturo puis en coaching. Puis on a aussi NIH, bien évidemment. Vous allez pouvoir aller rechercher le tout à partir de mon compte personnel. Là. Good, excellent. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour ta santé personnelle dans les prochaines semaines, prochains mois? De continuer d'être en santé puis de faire de mon mieux. Good, excellent. Mélodie, il me reste une dernière question à te poser que je pose à tous mes invités en fin de conversation awesome. Mais avant, je voulais juste te dire merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Je savais qu'on avait des trucs en commun, mais nos histoires, il y a vraiment beaucoup de beaux parallèles. Fait que ouais, ça m'a vraiment fait plaisir d'apprendre à te connaître puis de pouvoir partager ça avec tout le monde aujourd'hui. Mais merci. Puis ma dernière question, c'est est-ce que tu as une citation préférée? Ça serait laquelle et pourquoi?
Seigneur, j'ai un slogan que j'utilise. Ben oui, slogan, ça compte. Quand la tête va, tout va. Je pense que c'est super important de toujours adhérer à travailler sa tête autant au niveau de la santé mentale que de la vision de vie pour être capable de réussir à atteindre tout ce qu'on a envie d'atteindre, en fait. J'adore ça. Super inspirant. Merci, Mélodie. Merci.